Bonjour Dwayne, merci beaucoup de répondre à notre appel. Donc, dans le cadre du groupe de travail investissement du CNXR, on a, à la suite de nos nombreuses interviews auprès d'investisseurs, décidé de se focaliser sur les entreprises qui ont levé en France des fonds et bien évidemment dans la XR. Donc voilà, donc Dwayne, la société Uptel fait partie de ces entreprises qui ont levé et voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc peut-être au départ, tu peux nous rappeler en quelques mots ce que fait Uptel et quelles solutions XR vous développez. Ouais. Donc, Uptail est une plateforme, mais aujourd'hui c'est un peu plus que ça, qui permet aux employés du terrain de se former grâce aux technologies immersives. Donc, notre but est de proposer ce média, ce format innovant pour que un employé dans un magasin, sur un site industriel, dans un hôpital, puisse avoir tous les bénéfices du digital pour la formation terrain. Et donc concrètement, on a une plateforme qui permet de créer des modules, donc un outil auteur, de le déployer à grande échelle et d'analyser, et d'avoir des données apprenantes sur l'efficacité de ces formations. Et donc ça, c'est la plateforme qu'on a créée depuis presque 10 ans maintenant. Et autour de cette plateforme, on a aussi créé tout un écosystème et des services d'accompagnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous arrive de proposer des vrais programmes complets où on livre des modules créés avec notre plateforme par nos équipes pour les équipes et les entreprises qui n'ont pas encore les moyens ou les ressources pour créer elles-mêmes. Donc c'est vraiment un, une offre de je souhaite créer moi-même, j'utilise la plateforme, à je souhaite faire appel aux équipes Uptail pour bénéficier de ce format immersif pour former mes équipes terrain. C'est là le spectre de ce qu'on propose. Tu peux donner quelques exemples peut-être de Bien sûr. formation? Je disais tout à l'heure, donc ça va aussi bien par exemple pour des opérateurs sur les chaînes de production chez Stellantis. Donc le but là va être d'accélérer la montée en compétences des opérateurs, d'avoir moins de défauts sur les lignes où l'immersive learning est mis en place. Et ce qu'on arrive à démontrer, c'est que quand on compare deux équipes qui sont formées différemment, on arrive à avoir des équipes qui sont aussi bien formées en 2 fois moins de temps, par exemple, qu'une formation classique, physique, où on a besoin d'avoir un équipement spécifique sur site, avoir du temps de formation, voilà, tous les limites du physique, on arrive à le mettre à disposition au format immersif avec les mêmes résultats et former 2 fois plus rapidement. Et on est même jusqu'à aller prouver un vrai bénéfice opérationnel avec aussi moins de défauts sur les pièces produites. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui nous permet aussi de justifier cet investissement. Donc ça, c'est le cas d'un industriel, mais on a aussi, par exemple, la formation d'étudiants en médecine pour découvrir des gestes lors d'opérations. On a aussi des formations plutôt dans le retail. On va pouvoir simuler l'accueil en boutique, un discours commercial. Et donc là, par exemple, le but, ça va être d'augmenter directement les ventes, d'avoir des vendeurs qui connaissent mieux le produit et qui ont un discours commercial mieux préparé. Et en fait, toutes ces techniques, toutes ces mises en place font qu'aujourd'hui, un employé de terrain a de meilleurs réflexes puisqu'il a été préparé en amont. Et du coup, il rencontre la situation dans laquelle il a été préparé dans l'immersif, il a acquis ces réflexes qui lui permettent d'être moins stressé, plus opérationnel, d'avoir la bonne démarche, le bon geste. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de démontrer avec les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Très intéressant, très actuel aussi, hein, formation en réalité virtuelle, un très beau sujet. Alors du coup, 10 ans, hein, c'est quand même un temps important. À quel moment dans votre histoire vous avez décidé de lever des fonds? Euh, Pourquoi et quel était le niveau de maturité d'Uptel à ce moment-là?
Alors c'est vrai qu'on a, du coup on s'est créé officiellement en 2000, la structure a été créée en septembre 2017 et donc on est passé à Station F, on a bénéficié de tout cet engouement, de cette phase voilà, où beaucoup de startups se sont lancées et on a toujours un peu regarder, étudier, discuter avec des fonds, puisque justement on avait l'avantage d'être à Station F et du coup les discussions, les relations étaient plutôt faciles avec les fonds qui sont juste à côté. Donc on a toujours un peu essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis on nous a toujours dit c'est pas le moment, il faut avoir tel niveau de revenus récurrents par mois, il faut être plutôt dans tel domaine. Donc ça que c'est assez au début, ça semble assez opaque. Et au final, c'est en discutant avec un fonds spécialisé dans l'EdTech qui voilà, nous a montré de l'intérêt. C'est vrai que c'était avant le Covid, donc pour situer un petit peu. Et on a un peu continué les échanges. Et on a fait voilà, les différents rendez-vous, on a préparé un deck, etc. Et on avait eu une première term sheet pour voilà, investir dans Uptail. On est allé jusqu'au bout. Et donc on aurait pu lever, je crois que c'était 1 ou 2 millions, quelque chose comme ça, une valorisation. Mais voilà, là on découvre aussi, il y a l'autre penchant, du coup il y a une prise de part importante dans la société. Et donc c'est là à ce moment-là aussi qu'on comprend un peu les enjeux et les risques d'un investissement. Et surtout, on rentre dans le jeu où il faut ensuite voilà, délivrer des résultats sous 3 ans. On rentre un peu dans le cycle des levées de fonds. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est pas décidé d'aller plus loin parce que l'immaturité des technologies XR nous a fait prendre un peu peur de se dire est-ce que dans 3 ans on arrivera à faire, je sais pas les multiples de l'époque, mais x10, x5, x20. Est-ce que déjà à l'époque on disait un déploiement XR reste compliqué. Est-ce qu'on arrivera à mettre des casques dans toutes les entreprises? Est-ce qu'on arrivera à vendre X centaines de milliers d'euros de licences chez un client, etc. Donc on avait pris un peu peur parce qu'on se disait voilà, on va attendre un petit peu, on va attendre que le marché se structure, que les technologies voilà, deviennent plus matures, qu'il y ait peut-être un leader, ou enfin bref, que tout ça se mette un petit peu, que l'écosystème se solidifie. Et malheureusement, en vert, c'est jamais vraiment arrivé. Donc on a continué à grandir comme ça, plutôt ce qu'on appelle de manière autofinancée, c'est-à-dire pas à pas, où on a acquis de nouveaux clients qui nous ont permis de continuer à embaucher tel ou tel poste, de mettre en place telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Et on a grandi comme ça, un peu, ce qu'on veut dire, petit à petit, en fonction des clients qu'on rentrait. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet de construire un produit qui convient aux clients, mais en même temps, ça a ses limites aussi, c'est qu'on ne peut pas faire de paris de recherche et développement. On ne peut pas aller à fond dans une technologie parce qu'il faut que la technologie soit utilisée tout de suite par le client, sinon c'est un trop gros investissement, entre guillemets, inutile. On ne peut pas faire de gros paris. On ne peut pas non plus, je sais que voilà, peut-être consolider, s'associer, voilà, ça demande du coup vraiment d'avancer au pas par pas, au pas. Et puis à un moment, on sentait qu'on était limité. Ça veut dire que on n'arrivait pas à investir assez en développement, on n'arrivait pas à proposer l'accompagnement qu'on souhaitait avec les clients. On savait que si on avait par exemple un Customer Success Manager dédié pour tel ou tel client, on arriverait à résoudre les problèmes liés au déploiement XR, c'est-à-dire comment lancer une session sur un casque, comment créer une cloud de flash. Normalement, ce qui n'est pas notre cœur de métier, mais on sait qu'on est obligé de le faire, sinon le projet va s'arrêter à un moment ou un autre, ou va rester un projet au sein d'une équipe. Et donc, se sentant limité dans la R&D, dans l'accompagnement de nos clients, dans aussi des embauches ou aussi des opportunités ailleurs, donc plutôt une expansion géographique, on a décidé de lever. Donc on avait fait un premier
un premier tour, alors je crois que c'était en 2022, on avait été approché par des fonds qui suivent un peu les effusions, parce que c'est un peu ça aussi ce que je donnerais comme conseil, c'est que on peut faire un vrai tour en disant voilà, je vais voir tous les fonds de la place. Aujourd'hui, il y a des listes qui existent en disant voilà, je cherche à lever. Mais finalement, déjà, c'est assez chronophage, ça demande un vrai investissement. Et nous, on avait comme ça discuté avec le fonds dont je disais tout à l'heure, qui est spécialisé EdTech, puis un autre fonds avec lesquels on avait commencé à discuter. Et en fait, quand on se suit un peu depuis, quand on fait, par exemple, je disais, un petit call tous les trimestres, etc., ça permet un peu de suivre et d'être sûr que lorsqu'on est prêt, on correspond à l'ADN du fonds. Et du coup, d'être déjà un peu dans ce que recherche le fonds et de ne pas perdre du temps avec des fonds qui vont chercher tel ou tel niveau de croissance, qui vont faire un investissement minimum de 10 millions. Donc voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir un petit peu de discuter, de regarder les sites internet, de connaître, d'avoir des introductions aussi. J'en parlerai après, mais un des fonds qui a investi finalement chez nous, il avait déjà investi dans une autre startup XR. Donc ça permet de savoir qu'ils sont déjà un peu familiers avec ce type d'investissement. Donc voilà, donc finalement, quand on avait fait un peu un premier tour, on avait essayé de lever en 2022 et il nous avait proposé une offre qu'on avait encore une fois refusée parce que je sais plus pourquoi exactement, mais en gros les termes n'étaient pas exactement ce qu'on voulait, les montants ne nous permettaient pas de tiens. Et finalement, quand on était enfin prêt, du coup je pense que c'était 6 mois avant, en 2023, où vraiment on sentait qu'on était limité sur tous les aspects que j'ai décrits, là en fait on a dit, au lieu de faire ce qu'on appelle un tour de VC ou un vrai round, on va contacter les fonds avec lesquels on discute depuis quelques temps et qui ont déjà fait un peu des œuvres. Donc normalement, ça devrait ça devrait aller vite, ça devrait être dans les conditions qu'on connaît un petit peu parce qu'on a déjà discuté, et ça nous évitera potentiellement de passer par une banque d'affaires. Parce qu'une banque d'affaires, son rôle, c'est de justement structurer ce round, d'aller voir les fonds, de préparer un dossier. Ça a un coût, ça peut aider. D'autres, voilà, chacun a son avis sur la banque d'affaires. Mais on se dit, voilà, le faire en direct, ça peut. Et finalement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu parce qu'en fait, il y a tout un schéma qui se fait lors d'un tour. Et aussi dans la manière aussi d'argumenter, et surtout c'est aussi ce qu'on nous a recommandé, c'est que lorsqu'on va travailler avec un futur fonds, c'est bien aussi d'avoir un intermédiaire, parce qu'en fait c'est un peu comme si c'est un peu le même difficulté lorsqu'on doit négocier son salaire avec son futur employeur, on est toujours un peu gêné puisque c'est la personne avec qui on va travailler après. Donc avoir un intermédiaire qui fait un peu ces négociations à sa place, ça permet aussi d'enlever cette part un peu difficile de négociation, de demande, etc. et de faciliter normalement le. Donc finalement, parce qu'on était prêt et qu'on voyait que ça allait prendre du temps et qu'on nous avait recommandé aussi une banque d'affaires que je peux citer qui est Cambon, on a décidé, et c'est aussi une question de feeling, on s'est très bien entendu avec la personne qui travaille sur des sujets XR, avec des acteurs français que vous connaissez. Donc voilà, on a eu un feeling, on s'est dit bon c'est bien, ça va permettre de réduire le cycle, ça va aussi être très important, éviter d'avoir un fondeur. Donc nous on est 4, on a la chance d'être 4, mais ça nécessite d'immobiliser quelqu'un, un des fondateurs, pendant je dirais au moins 6 mois. Et du coup, on ne fait pas de business, alors qu'on avait pas mal de choses à faire. Et voilà, avoir une banque d'affaires, je ne dirais pas que ça enlève tout le travail de préparation de la levier, tous les éléments financiers, mais ça permet en tout cas de réduire un peu cet effort et aussi de se concentrer sur les choses qui sont importantes, la structure financière, etc. Et donc, voilà. C'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas du tout pitché auprès d'autres investisseurs, ou vous avez vraiment utilisé des investisseurs que vous connaissiez, que vous aviez déjà rencontrés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez d'investisseurs qui connaissent la XR ou de banques d'affaires qui connaissent la XR. Donc, ça existe ? Ça existe. Je tiens à rassurer tout le monde, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup.
Et puis, comme je disais, c'est un peu, on en parlait juste avant, c'est que c'est un peu des cycles aussi. Il y a des fonds qui n'ont pas encore investi dans l'XR, mais qui s'intéressent à l'XR. Et puis, d'un coup, ça devient moins à la mode. Il y a tel ou tel acteur qui sort. Donc, du coup, ils ne s'intéressent plus à l'XR. Donc, les catégories des fonds évoluent un peu. Ça reste un petit peu flou. Mais en tout cas, voilà, il y a des fonds qui ont investi dans l'XR, qui s'intéressent au sujet. Et puis, pareil, la XR, c'est pas. Par exemple, nous, on fait donc de la XR pour la formation. Donc, on a aussi des fonds qui sont plutôt, comme je disais, EdTech, formation, workforce, etc. Donc, le but, c'est pas de rentrer que dans la technologie XR, c'est aussi de contacter les fonds qui sont liés à notre applicatif direct, quoi. Donc, santé, culture, etc., quoi. Il faut éviter aussi aujourd'hui que la XR soit une catégorie. Maintenant, c'est bon, la technologie, elle est connue. Et, ouais, donc, parce que maintenant, on peut aller voir des fonds qui sont vraiment liés à notre applicatif business, quoi. Ouais, c'est très intéressant. C'est la verticale et c'est non plus la technologie qui, elle, est transverse. Voilà, maintenant, je pense que c'est bon. C'est plus une nouveauté. C'est plus. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de fonds IA, par exemple. Je pense que ça y est, maintenant, l'IA, c'est un peu digéré et tout le monde fait de l'IA. Et donc, maintenant, c'est en fonction des verticales, etc. Pour revenir un peu à ce que tu disais aussi, c'est vrai qu'on pensait, donc c'est pour ça que rien n'est facile, c'est que du coup, comme on avait discuté avec ces fonds, qu'on les connaissait, qu'on pensait qu'on était aligné sur tout le produit, même là, ça a été compliqué dans le sens où, bah, en fait, une fois qu'on rentre dans l'optique de lever, et ben après, on a des contraintes. On dit, on veut lever tant pour telle période. Et finalement, en fait, les discussions, tout prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut anticiper. Et donc, je sais qu'il peut y avoir, dans certains cas, des besoins de trésorerie. Donc, on se dit, je vais lever parce que aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des fonds parce que je vais développer tel ou tel fonctionnalités, produits, etc. Et en fait, il faut anticiper que ça va prendre beaucoup plus de temps et qu'il va y avoir des déconvenus. Et donc, nous aussi, on commençait on était toujours, comme je disais, on va dire, neutre niveau. Donc voilà, on arrivait à subventionner, mais lorsque on commence à faire un peu des investissements, etc., et puis que plus on devient gros aussi, donc on avait, je pense à l'époque, 5-6 ans, aussi à un moment on se dit, est-ce que ça risque pas de nous mettre à un mal si on passe trop de temps sur la levée, qu'on a commencé déjà à faire des investissements. Donc il y a un peu un timing, et finalement, comme ça prend du temps, on a quand même fait beaucoup de pitch à d'autres fonds au cas où, parce qu'on nous a tous dit, et ça c'est des recommandations de la banque d'affaires, c'est leur première recommandation, ça a été de dire, ça va peut-être se faire avec les quelques fonds que vous connaissez, mais vous deviez quand même faire un tour classique auprès de fonds que nous on va vous recommander, des fonds de la place, parce que ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des déconvenus, et puis un fonds, en fait, il peut très bien vous faire avancer dans le process, puis au dernier moment dire, ça me plaît pas, donc ils n'ont aucun engagement à aller jusqu'au bout, alors que vous avez peut-être pris des engagements, vous avez compté sur toutes les étapes en disant ça va le faire, et en fait, dernièrement, ça peut se faire. Donc eux, ils ont quand même recommandé de parler à quelques fonds, et puis quelques fonds, ça s'est transformé on a dû parler quand même à un certain nombre de fonds, et puis ça, c'est quand même une épreuve assez difficile, parce que faut pas se mentir, on se prend des vents à tout va, même avec l'introduction de la banque d'affaires qui nous permet de parler à la bonne personne. On passe pas par le formulaire de contact du fonds, donc normalement on a des bonnes intros, et c'est quand même un exercice extrêmement difficile, fatigant, et qui est éprouvant pour le fondateur qui le fait, parce que c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui vont vous poser des questions très directes en disant ça, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ça jusqu'à maintenant, pourquoi vous avez besoin de telle somme, pourquoi vous dites que la VR ça va décoller l'année prochaine et ça n'a pas été avant. Donc c'est là que c'est très éprouvant, et du coup on a dû quand même faire cet exercice. On n'a pas été privilégié, du coup on a quand même parlé à je sais plus le nombre, peut-être trentaine de fonds, et finalement une dizaine. Donc et ça c'est un petit tour, donc normalement c'est plutôt si vous partez de rien, je pense qu'il faut il faut contacter au moins je dirais 50 voire plus de fonds, parce que
Parce que, pareil, ça dépend. Il y a des fonds américains, des fonds européens. Voilà, donc faut viser large dans la XR surtout. C'est un conseil que je donnerais donc voilà, finalement, cet exercice-là, on l'a quand même fait, très difficile. Et puis, on s'aperçoit aussi de l'éventail des différents fonds. On voit, par exemple, on a discuté avec des fonds américains qui étaient plutôt partants, mais qui ont dès le début exigé la croissance pour après. Donc, en tant que startup XR, on a toujours un peu peur de devoir s'engager sur cette trajectoire, puisqu'il y a quand même pas mal d'inconnus, encore une fois, je disais, sur le matériel, nous, on n'est pas de matériel, mais du coup, ça peut être sur d'autres choses, sur l'écosystème VR. Et donc, voilà, donc ça, on prend peur. Et donc, voilà, finalement, on a quand même réussi, pour clore l'histoire, on a quand même réussi à avancer avec le fonds qu'on voulait. Donc le deuxième avec qui on avait discuté, le fonds ETEC, ça l'a pas fait. Donc finalement, alors que on se parlait depuis, comme je disais, 5-6 ans et que depuis le début, ils nous couraient après en disant on veut investir chez vous. Finalement, ça s'est pas fait. Donc c'est heureusement qu'on avait prévu ces plans B. Et le fonds, il y a toujours un fonds leader et un fonds suiveur. Et donc le fonds leader, c'est celui qu'on connaissait, donc c'est lui qui met la plus grosse partie de l'investissement, mais il n'investit pas seul, parce que voilà, il faut qu'il puisse prouver lui à son board que c'est pas le seul qui croit au projet, et avoir des fonds qui suivent permettent de consolider, de renforcer la structure du deal et de répartir le risque aussi. Et donc voilà, on a eu un deuxième fonds qui avait investi dans la XR, dans le médical, et pour consolider et aussi finalement ce qu'on a dû faire parce que ça prenait plus de temps, on a fait aussi appel à des business angels c'est un peu quelque chose qui se fait au fur et à mesure pour consolider le tour et aussi permettre d'attendre le temps que l'investissement se fait, parce que voilà, comme je disais, il y a une grande différence entre le moment où on pense qu'on a sécurisé l'investissement et le moment où on reçoit les sous sur son compte. Il peut encore une fois avoir 6 mois de différence. Donc au final, ça prend peut-être facilement, j'exagère un tout petit peu, mais je suis pas loin de finalement peut-être 1 an entre le début, le moment où on se dit je souhaite lever, et le moment où on a les sous sur le compte, même avec une banque d'affaires qui est censée accélérer le rythme, mettre un agenda. Et finalement, ils ont fait un peu ce qu'ils en veulent, les fonds, etc. Donc même ça reste dur à tenir. Donc c'est quand même un exercice difficile, même si voilà, on avait déjà des touches. Donc ce que je recommanderais, c'est vraiment de travailler en amont, si possible, d'avoir des recommandations. Donc nous, voilà, n'hésitez pas, si les gens qui regardent la vidéo souhaitent investir, on peut partager le nom, etc. en privé des fonds qui ont investi, c'est public. Voilà, s'ils veulent présenter leur dossier. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille, un peu comme les relations, chercher un cofondateur, ça se prépare, quoi. Et du coup, alors, il y a eu plein de vents, il y a eu plein de discussions un peu difficiles. Est-ce que tu te souviens, parmi tous les retours que tu as eus des investisseurs, soit des 30, soit de tes investisseurs finaux, ou même de la banque d'affaires, qui étaient vraiment des bons retours? Est-ce que tu as des souvenirs où ils t'ont dit un truc et tu as dit, ah ouais, ça c'est vachement malin, ça va nous aider, ça nous oriente de façon constructive? Alors, les conseils qui interviennent dans la phase un peu de début, c'est pas les meilleurs, puisque souvent, eux, ils essayent de donner des conseils par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc, ils essayent de te faire rentrer dans une case. Donc, par exemple, eux, ils ont tendance à investir dans les SaaS, donc Software as a Service. Donc là, ils disent, voilà, les multiples des SaaS, c'est ça. Nous, ce qu'on connaît, on peut vous donner comme conseil, c'est de faire ça ou ça dans un SaaS, de faire plus de récurrents. Enfin, il y a vraiment du coup des fonds spécialisés là-dedans. Donc là, on absorbe plein de conseils sur le SaaS. Et donc il y a des choses à prendre, mais après on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas parce que la XR, c'est toujours un peu particulier. Donc on ne rentre pas vraiment dans la case. Donc on dit voilà, oui, c'est vrai que. Et ça, c'est notamment des choses qu'on a fait vraiment avec nos fonds après. Mais en tout cas, les conseils qu'on a pris des fonds, c'était vraiment de renforcer la récurrence de nos abonnements, de notre offre. Donc ça, c'est des conseils qui ont été très précieux. Et donc c'est à la fois les fonds qu'on a aujourd'hui, mais des fonds aussi qui nous ont donné ça comme conseil en amont. Donc ça, je sais que c'était très important et on a gardé certains de ces conseils.
Et finalement, les personnes qui nous ont plus aidés, c'est plutôt nos business angels qui, eux, avaient déjà fait des levées. Donc, c'est vraiment leur conseil à eux qu'on a écouté en disant bah, attention à ça va prendre plus de temps. C'était pas forcément dans la XR, hein, mais voilà, c'est leur conseil à eux était précieux de se structurer pour ce premier tour, de préparer par exemple tout ce qui était structure financière, hein, c'est du coup voilà, quand on est autant financier depuis certaines années, on pense que voilà, on sait gérer notre business, notre plan financier, notre prévisionnel, etc. Et finalement, l'exigence des fonds est beaucoup plus importante. Et ça, c'est aussi un conseil de la banque d'investissement. En fait, quand on doit préparer, et ça, c'est David, mon associé et CEO, qui s'est vraiment mis là-dedans, c'est répondre aux questions des fonds qui nous demandent voilà, notre coût d'acquisition, qui nous demandent notre progression annuelle, notre EBITDA, enfin bref, des choses comme ça, des notions qu'on connaît vaguement lorsqu'on doit juste se justifier à nous-mêmes. Ben, en fait, préparer ces slides qui vont ensuite avec un Excel derrière, bah ça aide énormément à bien voir la solidité ou non de son business, et ça a été extrêmement structurant pour nous. Ça nous a vraiment passé d'une étape et d'être un business dans lequel on peut investir. Parce qu'au début, bah, c'est un peu, j'allais dire, à la main, on a des choses, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un niveau d'exigence de la part des fonds que quand on est autofinancé, on n'a pas besoin d'avoir. Et ça a été très important et enrichissant pour Uptail d'avoir ces demandes-là. Et donc, on apprenait à chaque fois un nouveau métrique à aller creuser. Et ça, c'était des bons conseils de la banque d'affaires et des fonds de dire bah, est-ce que vous connaissez votre besoin en fonds de roulement? Est-ce que vous connaissez ça? Et on a appris beaucoup sur nous-mêmes. Alors du coup, on va prendre un petit appareil pour remonter le temps. Ouais. Et je vais te demander, en fait, si on regarde cette levée de fonds que vous avez fait, si vous devriez la refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous ne feriez pas? Pardon. Oui, non, ça c'est un exercice très difficile parce que par exemple, la question, je pense que beaucoup de fonds ou de beaucoup de startups ont, c'est que bah, et du coup, c'est en lien un peu avec ma précédente réponse, c'est que du coup, on se structure complètement financièrement et à la fin, on passe toute cette épreuve avec je disais, la banque d'affaires, etc. Et ça y est, à la fin, on se dit, bon, voilà, on a enfin réussi. Et il y a certains qui se disent, bon, bah, est-ce que finalement, j'aurais pas pu le faire sans banque d'affaires, par exemple. Ça, c'est la question que tout le monde se pose, c'est parce que c'est un coût. Donc, à la fin, quand on a levé et qu'il faut payer la banque d'affaires, on se dit, oh là là, est-ce que ça valait cet investissement? Donc, il y en a certains qui disent, oh là là, finalement, j'ai quand même dû m'impliquer tellement que j'aurais pu le faire tout seul. Et il y en a d'autres peut-être qui se disent, ah, je le referai sans hésiter parce que, voilà, ça m'a. Donc, ça, c'est. Aujourd'hui, je sais pas, comme je disais, c'était surtout David qui avait travaillé sur l'organisation financière. Donc je ne sais pas si avec le recul il se dirait j'aurais fait encore plus moi-même ou finalement j'ai déjà tout fait, donc je ne sais pas, mais en tout cas ça, je sais que c'était un sujet à la fin. Ce qu'on se poserait différemment, est-ce qu'on referait, bah comme je pense beaucoup, on dirait on se serait peut-être pris plus tôt pour éviter un été avec beaucoup de stress parce que du coup voilà, en fait on avait fait en fait, il y a un planning, il y a un agenda à connaître des fonds. Et du coup, là, je m'en souviens plus exactement. En tout cas, il faut pas qu'il y ait l'été dedans, parce que l'été, généralement, ils essaient de clôturer les deals, voilà, avant, donc avril-mai. Et donc, si on veut bien lever, il faut plutôt commencer son tour en septembre et essayer de le clôturer en avril-mai. Ça, c'est le timing parfait. Et quand on s'y prend un peu tard, bah, on se décale et en fait, on rentre plus dans les cycles. Et là, on a des grandes sources de stress. Et du coup, nous, je crois qu'on avait clôturé quelque chose, voilà, à la rentrée fin août. Bref, c'était pas du tout la bonne période. Donc, je dirais, voilà, de vraiment anticiper, de refaire les choses différemment, de bien choisir le calendrier. Et donc ça, pareil, avec si on a des besoins en trésorerie, bah, c'est à prendre en compte parce que il faut, voilà, encore une fois, je dirais de anticiper 1 an et demi à l'avance, dire bah ok, j'ai mon prévisionnel, si je lève pour avoir besoin de fonds,
vraiment, et ben dans ce cas-là, je dois me préparer maintenant pour correspondre au calendrier des fonds et avoir les sous au bon moment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de startups, surtout en ce moment avec des périodes un peu difficiles, où voilà, si on s'y prend trop tard, il peut vraiment y avoir voilà, des soucis de trésorerie et devoir, je pense, faire des choix que l'on ne souhaite pas au niveau de son deal. Donc quand je dis son deal, c'est vraiment le niveau voilà, de la manière dont on structure la prise de part des fonds. Il y a énormément de contreparties, etc., qu'on doit choisir. Et si on est un peu dans l'urgence, c'est là qu'on peut faire des choix qu'on peut regretter par la suite. J'ai juste une petite question, là je remonte un petit peu, mais quand tu as rencontré ces fonds en général, si tu devais catégoriser un peu ce que tu as perçu de ce qui les intéressait le plus, de ceux où ils posaient vraiment le doigt et peut-être ils vous posaient beaucoup plus de questions, tu dirais que c'est quoi? C'est la tech, la maturité du marché? Est-ce que c'est purement votre business plan financier? Est-ce que c'est l'équipe, les gens qui composent Uptail? Tu dirais que c'est quoi souvent qui ressortait là où il y avait vraiment un vrai focus de leur part? Alors moi, je répondrais plutôt sans hésiter le business plan, hein. Du coup, c'est vraiment on a l'habitude en tant que fondateur d'être très proche, en tout cas, de son produit, de son marché. Enfin voilà, ça c'est des choses qui sont très importantes. Et finalement, quand on parle à des fonds, c'est des financiers et eux, ils parlent essentiellement des 3 années à venir. C'est ça qui les intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez faire l'année après notre fonds. Donc là, généralement, c'est investir, et puis après, année 2, 3, 4, comment vous allez récolter le fruit de votre investissement. Et c'est vraiment l'essentiel autour duquel tournent les discussions. Et c'est vrai que nous, on s'attendait à pouvoir beaucoup plus parler du produit, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup moins, parce qu'en fait, une fois qu'on a expliqué parce que c'est aussi, ça dépend de notre ancienneté. Du coup, nous, on a pu démontrer qu'on avait un produit qui était utilisé par des clients. Donc, en fait, ça leur suffit. Ils disent, bon, ils ont des clients, leurs produits semblent fonctionner. Je fais confiance là-dessus. Peut-être si on a une phase un peu plus prématurée, où on a une MVP, où on commence un peu, peut-être qu'ils ont un peu plus de questions là-dessus. Mais là, ils avaient plutôt moins confiance. Et finalement, le produit, ça se résume généralement en une slide où ils nous posent, ouais, vous êtes un SaaS, ok, réalité virtuelle, je vois très bien, c'est les casques, ok, et après ça parle prévisionnel. Donc c'est vrai que c'est un peu, comme je disais, un peu décevant, parce qu'on est généralement très fier de son produit, on pourrait en parler, notre CTO, il aurait pu, mais c'est quelque chose qui passe souvent au second plan. L'équipe c'est quand même très important, donc l'équipe de fondateurs surtout, donc je sais pas, voilà. Nous, on est 4, du coup, c'est un nombre un peu atypique. 4, c'est rassurant et à la fois ça fait peur, parce que du coup, eux, pareil, ils ont leurs petites statistiques et ils savent qu'une startup de 4 a X fois plus de chances d'échouer qu'une startup de 3, que de 2, etc. Donc l'équipe, c'est plutôt la complémentarité, hein. Donc qu'on soit 2, déjà, c'est bien, et avoir une équipe, quand il y a les 2 fondateurs qui sont complémentaires, c'est un peu ça qu'ils recherchent. Donc une fois qu'ils ont ça leur suffit aussi. Et après, le reste, ouais, c'est surtout imaginer, dessiner la trajectoire avec eux. Et donc, il y en a, comme je disais, vous avez discuté avec un fonds américain qui va faire une croissance un peu linéaire. Il va dire, oh là là, mais c'est quoi? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et du coup, vous allez ajuster pour voir si c'est faisable. Et après un autre fonds qui a d'autres exigences. Nous, on a investi dans des fonds impact. Du coup, il fallait aussi prouver notre impact sur les populations conformes. Donc c'est vrai que les employés du terrain, c'est des gens qui ont moins accès au digital. Donc on a un vrai impact de mieux former des populations qui a souvent pas accès au digital. Donc on a dû mettre ça aussi en place. On savait qu'on avait ces avantages, ces bénéfices.
mais du coup, il faut le structurer aussi. Donc ça peut être intéressant aussi pour les fonds, les startups XR qui ont un impact. Je sais qu'il y en a beaucoup en santé. C'est quelque chose qu'on peut explorer et qui, en plus, il y a de vrais bénéfices prouvés. Donc ça peut être un angle d'attaque aussi d'aller voir ces fonds-là. Mais en tout cas, voilà, du coup, c'est vraiment, ouais, je dirais, financier à 80%. C'est malheureusement la dure vérité. Super, très clair. Écoute, pour terminer, je sais que tu en as essaimé quelques-uns tout au cours de notre conversation, mais si tu avais peut-être un ou deux conseils à donner à des entrepreneurs XR qui veulent y aller, en tout cas qui sont décidés un peu comme vous il y a 3 ans maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais deux, trois choses à leur dire C'est vrai que, comme je disais, le contexte a déjà pas mal évolué en 2 ans. C'est vrai que l'IA a pris une place très importante. Nous, ça commençait à peine. Donc, à l'époque, je pense que le conseil, c'est vraiment de se concentrer sur les bénéfices qu'on apporte à notre verticale. Donc vraiment se concentrer sur, ce qu'on apporte à nos clients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les fonds et il faut bien le mettre en avant. Et que ça soit le produit, que ça soit les services qu'on propose, que ça soit... c'est vraiment très important d'avoir un product market fit, de dire, regardez, je fais quelque chose, je le fais de manière... même dans un périmètre assez restreint, mais en tout cas, ça a tel ou tel bénéfice pour mes clients, et ça, il faut bien le mettre en avant. Et peu importe si la technologie, on connaît tous aujourd'hui les difficultés que connaît le monde de la XR. Et quand j'ai difficulté, c'est parce qu'on a du mal à identifier, je sais pas moi, les leaders en niveau hardware, les plateformes. C'est assez flou, et d'autant plus pour un fonds qui va encore moins y comprendre quelque chose. Mais en tout cas, de se concentrer vraiment sur le product market fit. Ça, c'est un conseil que je donnerais encore aujourd'hui, parce que nous, on continue aujourd'hui. On a des questions, on a un board avec nos fonds, et donc on doit aussi expliquer comment se porte la XR, et ça, que c'est quelque chose qui va et qui vient, et il ne faut pas mettre l'accent là-dessus. Je pense que la technologie aujourd'hui, on sait ce qu'elle apporte, et on a trouvé aujourd'hui des usages de la XR, et donc concentrez-vous là-dessus, mettre en avant les bénéfices. L'autre conseil que je donnerais, c'est commencer à construire des relations très en amont. Ça peut être des petits calls. Formez-vous, demandez des intros à votre réseau. Ça permet aussi de se préparer sans se préparer, et d'avoir un peu comme ça des feedbacks, des fois un peu durs, mais d'avoir des feedbacks comme ça qui se distillent au fur et à mesure, et de se solidifier un peu une fois qu'on veut se lancer. Et c'est vrai qu'il y a vraiment on a donné ça, c'est que même avec des banques d'affaires, même avec des fonds, c'est vraiment du conseil gratuit. Quand vous prenez une demi-heure, 1 heure avec quelqu'un qui va vous dire comment il faut faire, c'est du conseil gratuit, donc n'hésitez pas à le prendre. Et puis au moment de vous lancer, lancez-vous très en amont, parce que ça prend toujours plus de temps que prévu, et essayez aussi de bien répartir les rôles, parce que c'est un gros investissement niveau temps, et donc répartissez-vous les rôles. Si vous êtes deux, qu'il y en a un qui se concentre sur le business, l'autre sur la levée. Si vous êtes plus, mais c'est vrai que c'est à pas négliger le temps que ça prend. Et surtout aussi, faites-le en amont. Ça permettra aussi de négocier les bons termes du deal, et essayer de garder un peu une position de force. Beaucoup trop de startups sous la contrainte du besoin de cash n'ont pas la possibilité de négocier les termes qui leur conviennent, et ça, c'est dommage. Donc ne pas hésiter si on fait des choses dans l'ordre, d'être accompagné, que ça soit aussi ou une banque d'affaires, des avocats. Tout ça, ça a un coût, mais je pense que ça les vaut. Donc surtout quand c'est la première levée. Donc je sais qu'il y a moins de séries B, C en XR, donc je pense que souvent on s'adresse plutôt à un premier tour. Et donc ça peut être extrêmement bénéfique d'être accompagné pour un premier tour. Génial. Écoute, un très grand merci
pour ton temps, pour cet échange, pour les conseils que tu as pu donner. Et ben, j'espère vraiment que notre écosystème trouvera des billes dans cet échange pour leur future levée de fonds. Et vraiment, on espère vraiment que l'écosystème XR se solidifie effectivement grâce à tous ces investisseurs qui, je pense, pour la plupart, seraient prêts à nous écouter de toute manière. Comme tu le disais, ça ne coûte rien et ça permet de grandir. Enfin, un grand merci encore, Dwayne. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. Et puis, à très bientôt. Au revoir.